suis intimement convaincue que les épreuves de la vie sont de véritables catalyseurs d'évolution. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste en dépit des apparences. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute en fertilité, et dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. Bienvenue dans Serendipity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recueillir le témoignage de Floriane. Quand elle m'a partagé son parcours lors d'une séance découverte, j'ai tout de suite été marquée par son optimisme et sa force de caractère. Face aux épreuves et aux ascenseurs émotionnels, Floriane choisit toujours l'action pour ne pas subir les difficultés. Elle nous parle de ses coups durs, de l'importance de bien s'entourer, de trouver ses béquilles d'accompagnement, de ses inspirations et de son cheminement pour accepter le don de sperme. Elle nous invite à ne pas renier la colère, l'incompréhension et le sentiment d'injustice, et surtout à ne pas culpabiliser, mais plutôt à transmuter ces épreuves pour en faire quelque chose de beau. Floriane fait partie de ces belles rencontres que la vie a mis sur ma route, et je suis ravie de vous faire découvrir sa vision positive de la vie et sa certitude de réussir à être maman un jour, d'une manière ou d'une autre. Bonjour Floriane, je suis ravie de te recevoir dans le podcast aujourd'hui. Bonjour Mélanie, merci à toi de me donner la parole, c'est un plaisir. Écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter. Voilà, ton âge, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu la partages. J'ai 35 ans, je travaille dans le audiovisuel et je partage ma vie avec mon conjoint depuis presque 5 ans. D'accord. Top. Et tu nous appelles d'où ? De Paris. D'accord. Dans ce podcast, du coup, on parle de désir d'enfant. Donc, à partir de quand vous avez discuté ? Est-ce que tu as toujours voulu avoir un enfant ? Oh oui, depuis toute petite. Je pense depuis la naissance de mon petit frère. Donc, c'est pas très original, mais c'est vrai que il y a eu cet instinct maternel. Bon, après, c'est ma mère qui me l'a raconté, parce que j'étais petite, j'avais 5 ans quand il est né, mais c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir été très protectrice. Je m'endormais avec sa main dans la mienne à côté de son petit lit. Elle me disait, il a deux mamans en fait, parce que c'est vrai que je m'occupais beaucoup de lui. Et ensuite, dans ma vie d'adulte, pour moi, ça a toujours été corrélé forcément à un projet de couple, à un projet d'amour. Bon, comme tout le monde, j'imagine, au départ. Et j'ai eu des histoires qui n'étaient pas forcément stables, où j'ai mis ce désir-là un peu en berne, parce que je le projetais pas réellement en fait. Mmh. Et puis à 30 ans, j'ai rencontré mon conjoint. Donc là, ça allait assez vite finalement, puisque quelques mois plus tard, on a emménagé ensemble. 1 an après, on a acheté un appartement. Et donc au bout de 1 an et demi, on a décidé d'avoir un enfant. Voilà, ça allait assez vite en fait, mais c'était vraiment évident, naturel. Enfin, moi, j'ai pressé un tout petit peu plus que lui. Il voulait juste que sur le plan matériel, on soit bien installés, voilà. Mais lui, il avait, ce qui est rare pour un homme quand même, donc je tiens à le souligner, il avait aussi un désir d'enfant depuis très très jeune, depuis qu'il avait 15 ans, il m'a dit. D'accord. Donc voilà, pareil, il n'avait pas trouvé la bonne personne avec qui concrétiser ça. Mais c'est quelque chose de très très important pour lui aussi. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé au début ? Vous étiez assez serein, assez zen ? Comment vous vous projetiez dans ce projet ? Alors, lui, il était assez zen. Moi, au bout de 2-3 mois, comme dans mon entourage, mes amis sont tombées enceintes assez rapidement. Et une fois que c'est enclenché, en fait, on a envie que ça soit là tout de suite, quoi. C'est tellement, ça y est, on peut enfin laisser ce projet exister. Donc, voilà, le désir, il se réveille puissance 1 milliard. Et c'est vrai que moi, très rapidement, au bout de 2-3-4 mois, je me suis dit, mais merde, c'est pas possible. Je faisais bien mes petits tests d'ovulation. Je tentais tout, quoi. Les vitamines, les compléments, voilà. Et assez rapidement, j'ai parlé avec ma gynécologue au bout de 7-8 mois, je pense. Donc, bien sûr, tout le monde disait c'est dans ta tête, pars en vacances, blablabla. Bien sûr. Les fameuses, voilà.
Moi, au bout de 7-8 mois, quand même, je me suis dit, je sais pas, je le sens pas, il y a un truc, mauvaise intuition. Après, c'est peut-être la peur aussi qui fait ça, mais donc j'ai vu ma gynécologue, je lui ai demandé de me prescrire tous les examens, même si elle était un peu réticente, puisqu'elle me dit ça fait pas un an encore, ça va, vous avez le temps. Mais moi, j'allais sur mes 33 ans, donc pour moi, j'avais pas le temps. Pour moi, c'était déjà vieux. Alors, je sais que c'est pas du tout le cas, hein, mais pour moi, c'était déjà tardif pour un premier enfant. Et donc, elle m'a donné tous les examens que j'ai fait rapidement, donc rien de particulier, à part une AMH un peu en dessous de la moyenne, mais rien d'alarmant. Le plus important dans les examens de fertilité pour la femme, c'est le compte des follicules en trop en début de cycle. Oui. Voilà, surtout après dans le cadre d'un suivi PMA, parce que voilà, il y a la stimulation des ovaires, donc voilà, il faut qu'il fonctionne encore un minimum pour qu'on puisse espérer une grossesse. Et donc à ce niveau-là, tout allait bien. Ensuite, ma gynécologue nous a donné le test de 1 heure à faire. Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi ils donnaient pas ça et directement le spermogramme, parce que ça n'a vraiment aucun sens. Le test c'est juste chiant. Et puis une fois qu'on a le résultat, on nous dit non, mais en fait, c'est pas très révélateur. C'est pas très parlant. Ouais. Ah oui, d'accord. Merci. On a fait tout ça pour rien, c'est ça? Ouais. Donc le test de 1 heure, j'explique vite fait pour ceux qui connaissent pas. On a un rapport programmé un soir et le lendemain, ils font un prélèvement de la glaire parce qu'il y a certaines femmes qui peuvent sécréter une glaire acide qui tue entre guillemets les spermatozoïdes, qui empêche, qui freine leur mobilité. Donc forcément le passage du col et donc la fécondation est plus compliquée. Donc voilà, donc nous on a reçu le test de 1 heure et là il y avait aucun spermatozoïde dans le prélèvement. Je suis un peu tombée de ma chaise, mais bon, pour moi c'était une erreur. De toute façon, ma gynéco m'a dit oui, ça veut rien dire ce test. Ok, donc faites un spermogramme, ce sera quand même plus concluant. Donc mon conjoint est allé faire son spermogramme. Là, de mémoire, je crois qu'il faut quand même attendre 2-3 semaines avant d'avoir les résultats. Donc ça, c'était au mois de juin 2018. Et bah là, le jour des résultats, je pense que je me rappellerai toujours. Ça fait partie des avant-après où ça bascule un peu, parce que je rentrais de tournage et je trouve mon conjoint dans l'appartement dans le noir et je me dis, comme il faisait régulièrement des migraines, je me disais ah mince, ça doit être encore une migraine. Et en fait il me dit non, j'ai reçu les résultats, mais je voulais pas te déranger au travail, j'attendais que tu rentres et c'est pas bon du tout. Et bah moi je m'y attendais que ce soit très mauvais. Mais bon, bien sûr, je m'étais déjà renseignée sur la PMA, sur les FIV, et je savais qu'avec la FIV ICSI, par exemple, même avec un spermogramme très très mauvais, il suffisait d'un spermatozoïde qu'on injecte directement dans l'ovocyte pour obtenir des embryons. Donc, je m'étais déjà préparée au parcours PMA, à faire des FIV, enfin, je m'y attendais largement, quoi. Du coup, toi, tu t'étais préparée en fait à ça, juste par rapport au fait que ça ne marchait pas depuis 7-8 mois. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te renseigner sur la PMA comme ça? Ça faisait presque, oui, là c'était en juin, donc ça faisait quasiment 1 an. Après oui, c'est mon tempérament. Il y a d'autres choses, il y a des gens qui se seraient pas alarmés plus que ça. Bah mes examens étaient bons. Non, c'est à partir du moment où j'ai vu le test de 1 heure négatif, là je me suis dit il y a un souci. Enfin, le spermogramme n'est pas bon, Ouais. je pense. Pourtant, j'avais personne dans mon entourage dans la PMA, donc c'est vrai que c'est bizarre que ce me soit venu. Mais moi, je suis très action-réaction, quoi. Ouais. J'ai besoin d'avoir toujours 3 trains d'avance. Donc des fois, bon, c'est pas forcément la bonne solution, mais moi, ça m'a toujours tirée vers le haut, en fait. Ouais. Ça m'a toujours aidée à rebondir et voilà, je me suis toujours dit un problème, une solution. Il y a toujours un chemin détourné. Voilà, il y a toujours une solution. Ouais, d'accord. Par contre, je m'attendais pas à ce que le spermogramme soit vraiment à 0. Enfin, exactement, je me rappelle qu'il y avait écrit 3 spermatozoïdes retrouvés sur le culot de la centrifugeuse. Donc, c'est-à-dire que dans l'échantillon, il y en avait pas. Et en fait, voilà, après, ils regardent la centrifugeuse pour voir s'il y en a pas quelques-uns qui sont restés. Donc, c'était vraiment, bah oui, 3, quand on sait que les normes, je sais plus ce que c'est, 15 millions, je crois, à peu près. Donc, je m'attendais pas du tout à un spermogramme quasiment nul. Donc là, pour le coup, j'avais pas de plan B. Hein. Sur le coup, j'avais pas pensé. J'étais juste effondrée. Ce soir-là, ça a été très très dur. Il m'a dit, si tu veux, il me dit, je pense que je pourrais pas. On pourra pas avoir d'enfant si tu veux, on se sépare. Enfin, ça a été très fugace. Il dit, je sais à quel point ça te tient à cœur et tout, mais il a vite compris que c'était hors de question de se séparer. Ouais.
bien évidemment, mais que de toute façon ce serait avec lui ou personne d'autre. Et donc très vite on a eu un rendez-vous avec un urologue et très vite on a retrouvé un petit peu d'espoir parce qu'il nous a dit en fait donc l'absence de spermatozoïdes ça s'appelle l'azospermie et il y a 2 types d'azospermie. Il y a soit l'azospermie sécrétoire, soit l'azospermie excrétoire. Donc la seconde, c'est celle qui est préférable, ça veut dire qu'il y a un canal qui est bouché. Et que soit par un traitement on peut déboucher, soit en faisant une biopsie testiculaire, donc en faisant une incision en ouvrant les testicules, on peut récupérer des spermatozoïdes. Et l'autre, sécrétoire, par contre, là c'est un problème de production. Donc ça peut être hormonal, génétique, et selon les cas de figure, c'est plus ou moins irréversible. Et donc, nous, il nous a tout de suite confirmé que c'était certainement très probablement un canal bouché et qu'au vu de l'examen, on allait retrouver des spermatozoïdes et qu'avec une FIV, on avait des grandes chances d'y arriver, aucun souci. Et moi, je me rappelle très très bien que dès le premier rendez-vous, j'étais sceptique parce que je me suis dit, avec juste un examen clinique, il en déduit ça. Je trouvais que c'était un petit peu, voilà, même si je suis pas médecin, je trouvais que c'était quand même un peu rapide. Et j'ai osé émettre, alors ça c'est un truc que j'ai appris dans les médecines spécialisées, pas trop remettre en cause les diagnostics des médecins. Et il m'a dit, non mais j'ai 40 ans d'expérience, donc il me l'a dit dans le blanc des yeux. Hein. J'ai dit oui, d'accord. Ok, donc bien évidemment, c'était pas le cas. Donc il fallait faire des examens complémentaires pour vérifier cette hypothèse. Quand on a reçu les examens, moi j'ai tout de suite compris que c'était pas un canal bouché, que c'était un problème de production. Donc là après, il a fait d'autres examens génétiques et on a trouvé une délétion du chromosome Y. Donc le chromosome Y qui détermine le sexe masculin chez l'enfant à la conception et plus tard aussi permet de gérer la production de spermatozoïdes. En fait, il sert qu'à ça, le chromosome Y. Et lui, mon conjoint, il lui manquait un petit bout, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé à sa conception, en fait. Donc, il est né comme ça, avec ce petit bout de chromosome en moins. Et voilà, le seul conséquence, symptôme de ça, c'est qu'il n'y a plus de production de spermatozoïdes. Enfin, c'est quelque chose qui décline au fil du temps. Et là, à 37 ans, peut-être qu'il en avait plus adolescent, jeune, ça, bon, on ne pourra jamais savoir de toute façon. Mais en tout cas, là, il était arrivé en bout de production. D'accord. Alors après, il a quand même continué à nous certifier, l'urologue, que même si c'était un problème génétique de production, grâce à une biopsie testiculaire, on allait certainement retrouver au moins 500 000, ce qui n'est pas énorme, mais un certain nombre de spermatozoïdes qui permettrait quand même de faire une FIV. Donc là, on y croyait quand même beaucoup, 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 parce que il y a eu lui, il y a eu les biologistes qu'on a rencontrés, les généticiens, mon gynécologue, et il y en a peu, très sincèrement. Ça, c'est la seule chose que je regrette vraiment dans le rapport au corps médical, où sinon on a eu des bonnes équipes, on a eu voilà, aucun souci, mais juste ça, de nuancer un peu l'espoir et les chances. Je trouve que voilà, ils étaient assez unanimes pour dire qu'on avait une grande chance, que pour eux, moi j'étais jeune, j'avais pas de soucis, donc la qualité de l'ovocyte peut aussi rattraper un spermatozoïde qui est pas forcément top et que voilà, à partir du moment où la biopsie nous donnerait quelques spermatozoïdes, ça allait fonctionner quoi. Et sincèrement, il mettait peu de nuances dans cette espérance. Je trouve ça un petit peu dommage parce que la suite de l'histoire, voilà, on s'est pris une grosse, on est tombé de haut quand même. Je pense qu'on est tous très naïfs dans le parcours PMA au début et c'est vrai que c'est dommage, il faudrait nous le présenter un peu plus comme... En plus, on parle de tentative quand on parle de FIV et je trouve que ça porte bien son nom. Oui. Parce qu'il faut le voir comme ça, il faut le voir comme une chance que ça existe, effectivement. Mais que c'est des essais, que c'est un petit peu la loterie, que la biologie, voilà, ils sont vraiment loin de tout maîtriser. C'est bien normal, c'est très complexe. Enfin, moi, aujourd'hui, après 2 ans de PMA, j'ai 1 milliard d'exemples de personnes pour qui ça a fonctionné et vraiment sur le papier on n'aurait pas misé dessus et d'autres en infertilité inexpliquée ou voilà ce genre de choses où on comprend pas très bien encore pourquoi ça fonctionne pas. Donc faut le voir un peu comme la loterie, mais faut jouer, faut persévérer. Donc pour revenir à la chronologie de notre histoire, donc bien évidemment on a accepté de faire cette biopsie. Enfin bien évidemment, je sais qu'il y a des hommes qui refusent par peur, mais mon conjoint c'est pas un peureux, ça c'est sûr.
Et donc, on nous a dit qu'il faudrait faire cette biopsie testiculaire en synchrone, en simultané avec la ponction de mes ovocytes, pour avoir plus de chance, pour pouvoir tout de suite procéder à une fécondation après l'opération et puis obtenir des embryons. Donc, pour ça, on a dû aller dans une clinique privée. On était dans un hôpital public dans le 12e et je ne regrette pas la prise en charge dans le privé dans le sens où je pense que les délais sont quand même un peu raccourcis, que nous, à la clinique, voilà, ils nous connaissaient vraiment. On a été... Bon, j'ai jamais eu la sensation d'être un numéro, comme j'ai parfois entendu voilà, dans certains parcours PMA. Vraiment, les gens étaient plutôt attentionnés. Et puis, c'est surtout les délais de prise en charge, je pense, quand même... entre les protocoles qui sont peut-être un peu raccourcis dans le privé. Donc ça, c'était en octobre 2018, il y a un peu plus d'1 an et demi. On a fait cette tentative de biopsie testiculaire avec la ponction de mes ovocytes. Et donc, on était tous les deux dans la même chambre. Et je me rappelle, après l'opération, donc mon conjoint a eu pas mal douillé quand même. Et c'est assez douloureux. Enfin, ça dépend. Je veux pas effrayer les gens qui doivent passer par là parce que ça dépend d'une... Lui, on lui a fait 8 incisions, alors que normalement, c'est 2, je crois. Mais voilà, parce qu'ils n'en trouvaient pas et qu'ils voulaient multiplier nos chances. Mais ouais, il a eu vraiment des difficultés à marcher pendant plusieurs semaines suite à l'opération, donc c'était compliqué. Ouais. Et donc on était tous les deux dans la chambre, on attendait que la biologiste vienne nous donner les résultats. Là, bah voilà, c'était le coup de massue où vraiment je m'attendais quand même à ce qu'on nous avait prédit et promis, c'est-à-dire entre 500 et 1000 spermatozoïdes. Et donc là, elle arrive et elle nous dit « Je suis désolée, on n'a retrouvé que 3 spermatozoïdes. » Et alors, hasard assez incroyable, j'avais eu que 3 ovocytes à ma ponction moi aussi, alors qu'il y avait une quinzaine de follicules. Donc, mais bon, là, mes ovocytes, à ce moment-là, je m'en foutais un peu. L'enjeu, c'était vraiment la biopsie. Et donc là, ouais, on s'est écroulé, c'était hyper dur. Heureusement, il y a ma sœur qui est venue nous chercher. On a été vraiment bien entourés. Et ça, je trouve que c'est vraiment... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez réticents à en parler à leur entourage proche. Alors, bien sûr, ça dépend des rapports que chacun a avec sa famille, ses amis. Mais nous, tout le monde, tous les gens proches, amis et famille, sont au courant et nous ont vraiment aidés, chacun à leur échelle, chacun à leur manière. Mais voilà, on a toujours eu de la présence, le sentiment d'être très entouré, très soutenu. Un peu, ouais, comme un match, un challenge où il fallait aller on avait nos supporters, quoi. On les a toujours d'ailleurs. Et ça, enfin moi, j'ai trouvé ça vraiment hyper important, cette bienveillance et cette présence-là autour de nous, même si des fois, oui, il y a plein de maladresses. Tous les gens qui n'ont pas connu le parcours PMA, c'est compliqué, on peut pas leur en vouloir. Ils savent pas trop tout ce par quoi on passe et c'est pas toujours évident. Mais donc voilà, donc on est rentré chez nous, évidemment plus bactère, c'était affreux, je crois que c'était vraiment le pire moment du parcours, ça, au début. En plus, moi j'étais pliée en deux de la ponction, lui aussi douillait, donc on était tous les deux au lit, à rien faire pendant 24 heures. Et le lendemain, on nous appelle pour nous dire... Donc, bien sûr, ils allaient quand même essayer de mettre en fécondation les 3 spermatozoïdes retrouvés avec les 3 ovocytes. Mais bon, nous, on se disait que les chances étaient minces. Et donc, le lendemain, on nous appelle pour nous dire « Désolé, il n'y a pas eu de fécondation. » Bon, voilà, on s'y attendait un peu. Ciao, merci, au revoir. On pleure, voilà, c'était pas très joyeux. On dort, on essaye de récupérer un peu. Je crois que moi, je commençais déjà à me renseigner sur le don, mais discrètement de mon côté, puisque je voyais bien que mon conjoint, c'était pas du tout le moment de lui parler de la suite. C'était beaucoup trop frais. Et le lendemain, donc 48 heures après l'opération, je me lève et sur mon téléphone, j'ai un message de la clinique qui nous dit finalement, contre toute attente, il y a eu une fécondation tardive, on a un embryon, venez tout de suite qu'on vous le transfère. Une heure avant en plus, parce que moi je me réveillais comme une fleur à 9h, 9h30 et j'avais mis mon portable en silencieux. Donc là, ascenseur émotionnel, voilà, le début des ascenseurs émotionnels, on en a connu pas mal d'autres après. Mais celui-là, il était quand même pas mal, parce que c'était un peu l'embryon de la dernière chance, quoi. En gros, c'est soit mon conjoint aura un enfant biologique avec cet embryon, soit ça va être compliqué. D'ailleurs, moi, ça m'a mis une énorme pression, cet enjeu-là, qui a été vraiment dur pour les 15 jours qui ont suivi le transfert. Donc on y allait, mon conjoint avec des béquilles, puisqu'il pouvait pas marcher, enfin c'était folklore quand même, en panique dans la clinique. Voilà, donc on arrive, on fait le transfert, voilà, rentrez chez vous,
dans 13 jours, vous faites une prise de sang. Donc là, c'était très, 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 très dur comme attente. En plus, mon conjoint, il voulait que je ne fasse rien, que je bouge pas, que je sorte pas. Ouais, j'étais sommée de rester sur le canapé, de rien faire et de pas bouger. Donc voilà, bien sûr, 15 jours après, c'était négatif. Donc là, moi, je m'y attendais vraiment. Je sais pas pourquoi, mais c'est dans le corps aussi. Tu l'as senti, ouais. Ouais, j'étais sûre que ça allait pas fonctionner. Je sais pas. Mais voilà, le plus dur, c'était en fait de voir lui, sa tristesse, ses larmes. Ça, c'était affreux, sa douleur. Ça m'a vraiment fait mal. C'était vraiment très très dur. Mais bon, je savais, enfin, j'ai jamais douté qu'à chaque fois, aucun événement n'a été une fin en soi, parce que voilà, le caractère de mon conjoint, je pense que c'est en plus lui qui m'a beaucoup transmis ça quand même, la persévérance dans toute sa vie, dans tout ce qu'il a fait, professionnellement ou autre. Il a jamais rien lâché. Et puis voilà, c'est pas quelqu'un aussi qui se victimise, dans le sens où voilà, il accepte en fait les choses comme elles sont, et il part du principe que en fait c'est l'essence de la vie de trouver la manière de surmonter les obstacles. Et surtout, moi, je sais que pendant tout le parcours, elle m'a toujours répété: on n'est pas responsable des événements, mais on est responsable de ce qu'on choisit d'en faire, de la manière dont on les vit. Il m'a toujours dit aussi, rappelle-toi que tout ce qui se passe là sera raconté à notre enfant. Donc, demande-toi comment tu as envie de lui raconter. Est-ce que tu as été courageuse ou pas? C'est vraiment quelqu'un de moteur, de fort. Donc, sur le fait de pas se laisser aller au désespoir, à l'abandon, enfin ça a jamais fait partie de notre histoire, même s'il y a eu des moments très durs. Enfin voilà, faut pas dire non plus que tout est simple, qu'on prend les choses à bras le corps, et un échec on rebondit. C'est pas aussi simple que ça, bien sûr. On est humain, et il y a eu des moments où il y a eu des moments de chagrin où je me suis dit, mais en fait, l'expression mourir de chagrin, je comprends. Je crois qu'on peut vraiment, moi, je crois que c'est un truc qui existe vraiment, en fait. J'ai toujours cru que c'était métaphorique, bien sûr, mais il y a des moments, c'est tellement dur que... Ouais, c'est vrai. Mais après, ça forge, enfin, c'est ça le paradoxe des épreuves, je trouve, c'est qu'à la fois, ça creuse un peu une cicatrice, on a l'impression que ce parcours nous abîme, et à la fois, moi, plein de fois, je me suis dit, bon, si on surmonte ça, on sera invincible à tout, quoi. Et je me suis aussi toujours dit qu'il y aurait plein d'autres épreuves dans la vie, on en a eu d'autres, on a eu la maladie dans notre entourage, on a eu beaucoup de choses. Et en fait, toutes les clés, les outils qu'on arrive à mettre en place dans les moments durs, ça sert. Voilà, moi je me suis toujours dit, la vie est encore longue derrière, quoi. Il y aura d'autres épreuves. Après, voilà, les gens de mon entourage me disaient toujours ça aussi. Là, c'est quelques années dures, c'est des sacrifices et tout, mais ouais, c'est ça la vie en fait. J'ai beaucoup écrit pendant tout le parcours, donc il y a un des documents que j'ai écrit où je mettais toutes les choses qui m'étaient bénéfiques. Et donc, entre autres, j'ai écrit choisir ses béquilles d'accompagnement. Donc, ça peut être, moi j'ai été suivie par une psy par exemple, ça peut être la méditation, l'acupuncture, le yoga aussi, j'ai fait beaucoup de yoga. Enfin, j'en faisais déjà avant, et ça, je trouve que c'est très bénéfique. Et trouver aussi des inspirations, des témoignages de vie. C'est pour ça que je suis très sensible au podcast, j'en ai aussi écouté beaucoup, mais pas forcément lié à la PMA. Moi, j'ai aussi lu beaucoup de biographies, de parcours de vie, comme Charlotte Valandré, par exemple. C'est une comédienne qui a eu un parcours de vie assez fou, qui a eu le HIV à 18 ans, après des maladies du cœur, et elle dans ses bouquins, c'est hyper lumineux, c'est vraiment une force de vie. Pareil, on lui a dit qu'elle pourrait pas avoir d'enfant. Elle a eu une fille. Voilà, elle a vraiment une philosophie, une approche de vie, moi, qui m'a vraiment toujours beaucoup aidée dans le dépassement en fait, voilà, d'arriver à faire quelque chose de beau, des choses horribles qui nous arrivent. Ça, c'est vraiment possible, en fait. Il y a aussi Michael Jérémiaz, qui est un joueur de tennis tétraplégique, qui a eu un accident de moto. Donc lui, il a écrit un livre qui s'appelle Ma vie est un sport de combat. J'adore ce titre. Et pareil, et souvent c'est des gens qui ont eu des accidents de vie, mais en fait ils les regrettent pas. Alors que bon, ils ont quand même perdu leurs jambes, enfin des trucs, faut quand même se réinventer, se reconstruire. Et là, il y a vraiment un avant, un après qui est dur, quoi. Donc ça, moi, c'était mes inspirations, mes livres de chevet. Je trouve que c'est vraiment, faut pas rester tout seul, quoi, que ce soit avec l'entourage ou faut partager, et on découvre plein de choses en fait.
Ouais, ça, je suis d'accord. Et donc oui, donc ces modèles-là, ces parcours, tous ces témoignages, c'est vrai que ça nourrit énormément et ça aide beaucoup à apaiser la colère, parce que la colère, c'est lié à la frustration de ce qu'on peut pas avoir. Et ça, ces témoignages-là sont souvent vraiment vraiment des belles leçons d'humilité. Bah voilà, parce que quand la vie nous prend quelque chose ou nous refuse quelque chose, bah on peut être capricieux entre guillemets et être pas d'accord et être en colère. Et moi, le sentiment d'injustice, ça a été vraiment le plus, enfin c'est vraiment la rage au ventre, c'est vraiment le pire truc et qui est vraiment compliqué à expliquer aux gens. Mais voilà, à un moment donné, cette posture face à la vie n'est pas tenable. De toute façon, on est obligé de s'assouplir et de dire bah ok, c'est pas possible, c'est pas comme ça, c'est pas comme je voulais, mais je vais trouver un autre moyen. Mais on est obligé de faire un pas de côté en fait, de toute façon. En plus, on dit souvent que éduquer un enfant, c'est lui apprendre la frustration. Donc moi, je me suis souvent dit bon bah au moins, parce que moi j'étais très capricieuse. Hein, peut-être que je le suis encore un peu, mais en tout cas, ça m'a quand même appris vraiment à lâcher. Et ça, s'il y a un truc que je veux transmettre et inculquer à un enfant, ouais, je pense que je vais bien lui faire comprendre qu'on peut pas avoir tout ce qu'on veut, mais que c'est pas grave, mais qu'on peut en faire quelque chose d'autant plus beau. Et il n'y a pas des chemins tout tracés dans la vie, et c'est ça qui est beau, quoi. Exactement. Du coup, après le premier échec, bon bah donc là on s'est vite, enfin moi je me suis vite renseignée sur le don. Je sentais que mon conjoint, bah d'ailleurs on pouvait pas en discuter au début, hein, il était très réfractaire. En même temps, il disait que voilà, si c'était l'issue, il acceptera, on irait vers ça, mais que là il avait besoin d'un temps. Bah après ça c'est la gestion de chacun aussi dans ses émotions. Bien sûr. Il a eu besoin d'un temps un petit peu de repli sur lui-même, où voilà, bah c'était compliqué parce que moi j'avais besoin de partager, j'avais besoin de chercher des témoignages justement de personnes qui étaient passées par le don de sperme, mais il y en a pas beaucoup, je trouve. C'est assez compliqué. Bah après les hommes témoignent très peu, donc c'est normal. J'étais tombée sur une émission qui s'appelle Ça commence aujourd'hui, où là j'ai découvert un couple vraiment super qui était passé par le don, et ils ont créé leur page Facebook qui s'appelle Nos graines à bébé, pardon, l'histoire de papa et maman en PMA. Et donc je les avais contactés, on avait échangé un petit peu, et je les avais trouvés tellement rayonnants, tellement pleins d'amour, tellement magnifiques avec leurs 3 enfants, que voilà, moi ça m'avait vraiment aidé à me projeter et à me dire bah ok, on va aller vers ça va être top, quoi. Bah ouais. Enfin, c'était pas aussi simple que ça, parce que voilà, le don, il y a quand même un long cheminement, bah encore plus pour mon conjoint, parce qu'il y a un deuil à faire de ses gènes. C'est quelque chose d'assez viscéral et d'assez instinctif en fait, de vouloir transmettre ses gènes, je pense. Oui. Et du coup, je pense qu'il y a un long cheminement quand même de conceptualisation à réfléchir à ce qu'est la transmission. Et ça, pareil, c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup écrit. Et j'ai beaucoup échangé, bah, notamment ma psy, je l'ai choisie par rapport à ça, puisque elle a eu sa fille grâce à un don d'ovocytes. Et donc on a beaucoup échangé sur la définition de la conception déjà. Ouais. Donc j'aime bien ce terme conception parce qu'il a vraiment un double sens. Il y a conception dans le sens imaginer, et il y a conception dans le sens concevoir physiquement. Oui. Donc je me suis dit, c'est super beau, parce que la conception d'un enfant, ça passe déjà par la volonté, déjà par le projet, et ensuite la création. Après, c'est vrai que le don, moi, je l'ai assez rapidement envisagé comme une cellule n'est pas un bébé. Une cellule, ça va être le début de la création de notre enfant, mais on reste quand même à l'origine de cette conception-là. Oui. Et les donneurs, bah, sont des donneurs, ne sont pas des parents biologiques. Donc ça, c'est quand même important de bien faire la distinction, quoi. Et ton mari, du coup, le cheminement, il l'a fait comment de son côté? Est-ce qu'il s'est fait accompagner? Non, pas du tout. Je lui ai proposé plusieurs fois, enfin même dans notre entourage, on lui a proposé d'en parler, de se faire accompagner par un psychologue ou autre. Et en fait, je pense que lui, il fait bien la part des choses entre il dit pas que le don, ça remplace, entre guillemets, un enfant biologique.
C'est juste, mais c'est pas en fait, c'est plus une question d'identité que de parentalité. C'est-à-dire que l'enfant né de don, il l'aimera autant, ce sera autant son enfant. Le projet d'éducation, de transmission, bien évidemment, il est là. Il va bien au-delà des gènes. Enfin, les gènes, ça contient les caractéristiques physiques et les prédispositions pour certaines maladies. Après, voilà, il y a plein d'études scientifiques sur l'épigénétique, donc la manière dont on développe l'expression de ces gènes. Après, chacun a son avis sur la question de ce qui passe dans le patrimoine génétique. Je pense qu'il n'y a rien de figé scientifiquement là-dessus. Moi, je pense qu'il n'y a rien de gravé dans le marbre. Il n'y a qu'à voir comme avec des frères et sœurs, on peut être très, très différents en fonction de nos parcours de vie, et que de toute façon, même si ça avait été nos gènes, il y a un nombre de combinaisons aléatoires, qui est infini. Bien sûr. Donc voilà, pour moi, voilà, les gènes, oui, c'est un terreau de départ, c'est évident. Mais après, c'est dans quel environnement on grandit, comment on a été éduqué, quelles valeurs on a reçues, qui on a envie de devenir. Tout ça, pour moi, ça a une ampleur qui dépasse largement les gènes de départ. Mais donc, tout ça pour dire que lui fait, je pense, et moi aussi je le vois comme ça, parce qu'à un moment donné, dans notre parcours un peu plus tard, on nous a parlé de double don, et on a parlé de problèmes de qualité ovocytaire, donc moi-même j'ai réfléchi au don d'ovocytes, et je me suis un peu projetée là-dedans. Et donc, en fait, voilà, on ne s'est pas dit, c'est pareil. Voilà, l'identité, c'est qu'il y a un deuil à faire au niveau de la transmission de ces gènes. Et comme je disais, moi, je pense, en tout cas, quand j'ai imaginé le don d'ovocytes et que ça m'a été très douloureux, c'était vraiment viscéral, c'était vraiment, comme on dit, la chair de sa chair. Il y a un truc qui est un peu inexplicable, qui est un peu merveilleux aussi, de se dire, moi je me rappelle quand on voulait un enfant, je disais, oh, tu te rends compte, ça va être le mélange de toi et moi, et puis on imagine un enfant qui a nos caractères. Donc c'est assez animal en fait, je trouve, ce truc de fusion des ADN et du désir de soi, de se retrouver un petit peu en miroir aussi dans son enfant. Donc il faut qu'il nous ressemble, il faut qu'il ait notre sang. Ouais, voilà, c'est ce truc un peu animal. Et donc en fait, c'est ce deuil-là à faire, mais c'est pas le deuil de la parentalité. Voilà, c'est quelque chose de plus identitaire, et aussi qui est inscrit, je pense, dans l'histoire de famille de chacun. Et c'est pour ça que le deuil va être plus ou moins compliqué en fonction des personnes. Moi, je sais que mon conjoint, il a eu une famille pas forcément très présente. Ses parents se sont séparés très jeunes et ça a été difficile pour lui. Et donc, il s'est toujours dit, comme beaucoup d'enfants divorcés, moi, je vais pas refaire les mêmes erreurs. Moi, je vais créer une famille qui va être très soudée, et je vais casser ce schéma-là dans ma lignée familiale, en fait, de rupture, de pas être très affectif, pas très communicant. Ça, c'est des choses qui dépassent les gènes, mais en fait, on les associe inconsciemment, je pense, à l'histoire de son arbre généalogique, quoi. Et en fait, moi, par exemple, j'ai une famille très présente, très soudée, très stable, et je pense que ça aurait été peut-être pour cette raison-là, ça aurait été plus facile d'aller vers le don d'ovocytes. Et aussi parce que, en tant que femme, on est partie prenante de la conception dans le don. L'enfant peut pas se développer sans nous. Donc ça, je sais que mon conjoint, c'est quelque chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu peux pas comprendre, dans le sens où même si la situation avait été inversée et que tu avais dû faire appel au don, voilà, toi, tu l'aurais porté, tu l'aurais mis au monde. Donc lui, c'était d'autant plus dur que il n'avait pas ce rôle-là physiquement. Enfin, je parle au passé, mais je pense que ça l'est encore. Et parfois, il me dit que ce sera une cicatrice à vie. Après, j'ai bon espoir que cette cicatrice-là, elle sera toute petite et toute presque disparue quand on aura des enfants. Mais par contre, sur l'amour et le lien avec ses enfants, don ou pas, ça, j'ai aucun doute. Et il suffit que je le regarde avec les enfants dans notre entourage pour avoir cette certitude. Ouais. Et d'ailleurs, avec le don, ça m'a beaucoup aidé, parce que comme évidemment, tous nos amis ont eu plein de bébés avant nous, des fois, c'était dur, mais déjà mon conjoint il me poussait toujours à y aller quand je voulais pas. C'était pas forcément évident d'aller féliciter pour des naissances ou quoi, mais c'est vrai que c'est un peu comme les phobies, en fait. Finalement, c'est plus douloureux quand on les fuit que quand on s'y confronte. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai vérifié, hein. Pourtant, ça me faisait chier quand il me disait ça. J'ai dit non, mais c'est bon,
Eux, ils ont je vais pas me faire encore plus de mal, d'aller voir les bébés. Et en fait, c'est vrai, bon, il y a des moments où c'est vrai qu'on a envie de rester dans son cocon et il faut pas se faire violence non plus. À tout prix, à vouloir faire bonne figure et cacher. Voilà, faut s'accorder, faut vraiment moi, j'ai souvent entendu parler de culpabilité dans la PMA, mais ça, vraiment, je voudrais que les gens arrêtent. On a le droit d'être jalouse, envieuse, en colère. Enfin, c'est hyper humain, quoi. Moi, je m'en suis jamais voulu de ça, quoi. Bah, c'est très bien. Ah non, bah attends, c'est déjà hyper dur, je vais pas en plus m'infliger là. J'ai pas choisi. Moi, j'aurais bien aimé faire un bébé comme ça en 2-3 coups de cuir à peau. Ouais. Donc oui, j'ai parfois eu souvent de la haine et c'était pas très bien, très joli comme sentiment. Mais bon, je trouvais que c'était légitime et je savais qu'elle allait passer. Et c'est vrai que quand quand je prenais un bébé, un nouveau-né de nos amis par exemple dans les bras, je me disais bon déjà c'est hyper apaisant, c'est hyper beau, il y a un truc hyper particulier de cette petite vie qui naît, mais je me disais surtout, imagine là, nos amis se barrent et nous disent bon, on vous le confie, on vous le laisse. Et je me disais bah pourtant je l'avais pas porté et il partage pas, mais c'est sûr que je l'aimerais. Enfin c'est sûr qu'il y aura un lien parce que là il commence tout juste, il est vierge de tout, il a tout à découvrir, il a tout à apprendre, donc ça m'a beaucoup confortée dans le choix du don. Donc après, on n'y est pas allé tout de suite. Il y a eu quelques mois où on a quand même pris d'autres avis de médecins pour savoir si on pouvait tenter une deuxième biopsie testiculaire ou pas. Donc il y a plusieurs médecins qui nous ont conseillé de faire une deuxième tentative, mais en nous donnant à peu près 5% de chance de réussite. Ouais. Ah oui. Donc là, j'ai pris sur moi, moi dans ma tête, j'avoue que j'étais déjà dans le don, parce que je me disais qu'avec une production autant altérée, ça allait pas être possible en fait, et qu'on allait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais j'ai vraiment pris sur moi pour essayer de me mettre en second plan et voilà, que le choix revienne quand même à mon conjoint en premier lieu. Je trouve que c'est normal. Mais assez naturellement. Et d'ailleurs, des moments où j'avoue, j'ai eu peur qu'ils choisissent ça. Je me suis dit, on va encore perdre des mois et des mois et des mois. Et il m'a toujours dit, fais-moi confiance. Voilà, de toute façon, on est une équipe. Au final, au final, c'est même pas des choix. Les choses s'imposent à nous naturellement et on avance et voilà, ça va aller. Et il avait raison, en fait. Ça s'est toujours un peu passé comme ça quand il y a eu des choix à faire. Faut vraiment écouter son instinct, son intuition et puis rester soudé, quoi. Se rappeler que c'est vraiment un projet. Parce que j'entends beaucoup de femmes qui se sentent seules dans la PMA et ça me fait vraiment de la peine parce que voilà, je trouve que c'est vraiment un projet à deux. Donc, si son conjoint n'est pas très communicant et démonstratif, il faut trouver une manière de l'impliquer parce qu'en fait, c'est vraiment moteur de se dire on a un projet ensemble qui est top. Faut pas oublier que c'est un choix d'avoir il y a des gens qui veulent pas d'enfants et très bien, ils ont d'autres projets, voilà. Nous, on a choisi d'avoir ce projet-là, donc on va le mener au bout ensemble. Ça, je trouve que c'est vraiment faut pas oublier ça, quoi. Donc du coup, assez rapidement, on a laissé tomber l'idée de la deuxième biopsie et on s'est inscrit au CECOS pour la demande de don. Donc le CECOS, c'est le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme. Donc il y en a plusieurs en France, il y en a dans chaque région, je pense. Et les délais d'attente varient en fonction un peu du centre et de son âge. Enfin moi, mon gynécologue avait, comme je commençais à avoir une réserve, j'avais fait d'autres examens qui montraient que ma réserve ovarienne diminuait un peu. Voilà, il nous a fait une lettre de recommandation pour accélérer un petit peu les délais. Et en moyenne à Paris, c'est 12 mois et nous, on a eu 6 mois d'attente. Donc on a eu de la chance. Ah super. Mais c'est vrai que partout en France, de toute façon, il manque de donneurs, même si le don de sperme, c'est plus simple, donc il y a quand même beaucoup plus de donneurs que le don d'ovocytes, où là, il y a 4-5 ans d'attente en moyenne, donc la grande majorité des couples vont à l'étranger, en Espagne ou en République tchèque. Et voilà, ce qui peut se comprendre, parce que pour le don d'ovocytes, c'est vrai que c'est un peu plus lourd comme protocole, même si c'est tout à fait faisable, hein. Et j'encourage les personnes qui ont envie de donner leurs ovocytes à faire ce geste magnifique. Et pour le don de sperme, c'est juste un recueil, donc c'est quand même très, très simple. Et pareil, on en manque, surtout post-Covid, parce qu'il y a toujours autant de demandes, mais du coup, ça a été bloqué pendant des mois, donc la pénurie ça fait un peu effet domino sur la pénurie qui était déjà là.
D'accord. Je crois qu'on peut de nouveau donner maintenant. D'accord, les centres ont réouvert. Oui, je crois qu'ils ont repris. Bah, en tout cas, pour l'attribution des dons, ça c'est sûr que oui, puisque nous, on y a eu accès en juin, le mois dernier. Mais pour les donneurs, je crois que oui aussi. Il faut certainement faire un test, à mon avis, Covid, Sans doute, pour ouais. vérifier que tout va bien sûr. Bon, de toute façon, il y a un certain nombre d'examens à faire, bien sûr. Et puis voilà, donc on s'est inscrit au SECOS en février 2019. Donc là, ils prennent. Donc là, il y a quelques examens à faire. Et puis, ils prennent les caractéristiques physiques de mon conjoint pour trouver un donneur qui correspond un peu au niveau de la couleur des cheveux, des yeux, de la peau, de la corpulence. D'accord. Ensuite, on a un rendez-vous obligatoire avec un psy. Donc nous, ça a été assez expéditif. On a même ri en sortant parce on a trouvé que c'était 2 psys et qu'elles étaient pas très impliquées et qu'elles se posaient moins de questions que nous. Que nous, on disait des choses qu'on pensait par rapport à la construction de l'enfant sur le don, etc. Surtout. C'est là où je me suis dit mon conjoint est prêt et que ça m'a touchée quand même parce qu'en fait, il parlait très peu de lui. Alors que la plupart des gens, c'est normal, en début de parcours de don, ils parlent de leur lien à l'enfant, de leur deuil à faire, etc. Mais lui, ses questionnements étaient essentiellement tournés vers l'enfant. Quelles questions il va nous poser plus tard, comment il va appréhender ça, est-ce que ça va être une pièce manquante de son puzzle, est-ce qu'il va avoir besoin de plus, comme le don est anonyme en France, on n'a pas accès, on n'a pas d'informations en fait sur le donneur. Bon, certainement dans 20 ans, avec l'essor des tests ADN, on pourra le retrouver s'il en fait la demande, mais bon, c'est pas sûr qu'il a aucune obligation de divulguer des informations ou d'entrer en contact. Est-ce que ça va être une demande de l'enfant ou pas? Bon, ça, je pense que tous les gens qui sont en parcours de don se posent ces questions-là. Mais qu'il n'y a pas de réponse parce que chaque enfant est différent. Voilà, le principal c'est de l'accompagner. Nous, voilà, on va lui expliquer nos choix. Après, ce sera son histoire à lui à construire et on l'accompagnera là-dedans du mieux possible comme n'importe quel parent. Ouais. Donc 6 mois plus tard, on a eu le premier don. Donc ça c'était en septembre l'année dernière. Ok. Et du coup, comment ça se passe en fait? On vous appelle pour vous prévenir que ça y est, vous êtes en haut de la liste? Non, parce qu'en fait, c'était après l'inscription au SECOS. C'était 1 mois ou 2 après, je crois. On a reçu un mail pour nous confirmer que nos paillettes seraient disponibles à partir de septembre. D'accord, ok. Et que quand on était prêt à les utiliser, faire un protocole de PMA, il fallait les contacter pour venir chercher les paillettes. Alors ça, c'est un truc un peu particulier aussi. Je crois que dans d'autres régions, ça se passe pas comme ça. Mais à Paris, il faut aller chercher les paillettes soi-même au SECOS et les amener à la clinique, faire le transfert soi-même. D'accord. Tu vas avec ta petite glacière et puis... c'est pas une petite glacière, mais il faut réserver un conteneur spécifique dans une pharmacie ou directement à la clinique, ils en louent. Donc voilà, c'est juste une petite contrainte en plus dans tout le protocole PMA qui est déjà un petit peu casse-pied, mais bon, c'est pas grand-chose. C'est juste rigolo de se trimballer avec ses paillettes. Ouais, c'est sûr. On se dit pas ça tous les jours qu'on serait amené à faire ça dans sa vie. Quoi. Et du coup, tu vas les chercher le jour du transfert, enfin de la ponction? Non, 1 semaine avant pour qu'elles soient quand même déjà à la clinique, qu'elles soient réceptionnées, qu'elles soient enregistrées 1 ou 2 semaines avant la ponction. Donc c'est vrai que nous, on aurait potentiellement pu passer par des inséminations. Il n'y avait pas de gros problèmes détectés de mon côté, pardon. Mais comme j'avais 34 ans et voilà une AMH un peu faible, mon gynéco m'a dit on va pas perdre de temps, on va passer tout de suite par une FIV. En gros, pareil que pour la biopsie de mon conjoint, ce sera vite plié. Enfin voilà, ça va marcher, il y a pas de souci. Forcément, là on s'était dit le souci c'est les spermatozoïdes. Ouais. Là on fait appel à un donneur, donc voilà, ça va fonctionner assez rapidement, pas de problème. Encore un petit peu naïf, mais bon. Et en plus, pour mettre toutes les chances de notre côté, très bonne idée, mon gynécologue avait proposé de faire une double stimulation, donc c'est-à-dire 2 ponctions sur 2 cycles de suite pour recueillir le maximum d'ovocytes, pour avoir le max d'embryons et optimiser les chances. Quoi. D'accord, donc en fait, sur 2 mois de suite, tu as eu un traitement. Très mauvaise idée. Je ne recommande à personne de faire ça. J'avais jamais entendu ça. Ça se fait je vois qu'on le propose de temps en temps, surtout pour les femmes en insuffisance ovarienne. D'accord. Et bon, je
ça peut fonctionner, hein, chaque corps est différent. Mais c'est vrai que moi, sur la deuxième ponction, donc c'était tout de suite après, effectivement, le cycle après, j'ai eu très peu d'ovocytes et aucun n'a été fécondé parce que je pense que voilà, le corps était trop fait. Donc ça n'a vraiment servi à rien, c'était du temps, de l'énergie, de l'argent pour rien du tout, quoi. C'est hyper lourd pour le corps, ouais. Ah oui, c'est lourd. Surtout que moi, j'étais aux doses quasiment maximum de stimulation. Et du coup, donc lors de la première ponction, il congèle les ovocytes obtenus. Voilà, exactement. D'accord. Et sur la deuxième ponction, il y a une fécondation sur des ovocytes frais et des ovocytes congelés, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Donc sur les ovocytes frais, il n'y a rien eu comme embryon, puisque Bah ouais, ils d'accord. étaient pas bons, certainement liés effectivement au protocole trop rapproché. Et que finalement les 3-4 mois minimum qu'on nous dit d'atteindre entre les 2 FIV, même si c'est chiant et qu'on a envie de recommencer vite, moi je recommande vraiment, je crois que c'est vraiment très important. De toute façon, il faut minimum 3 mois pour que les follicules reprennent leur développement. Donc oui, c'est vraiment important et qu'on élimine un petit peu les produits, même l'anesthésie générale, la ponction, ça prend plus que 3 mois à disparaître totalement du corps, je crois, ça prend beaucoup plus longtemps. Ouais. Mais ouais, c'est bien de laisser le corps tranquille un petit peu entre les protocoles, quoi. Je pense que c'est important. Et donc, du coup, sur la première ponction, il y a quand même eu 6 embryons. Donc, très bien. Et donc, moi, dans ma clinique, ils préconisent de les pousser en culture prolongée, donc les laisser évoluer en laboratoire jusqu'à 5 jours. On appelle donc des J5 ou des blastocystes, ça s'appelle. Un embryon qui arrive à 5 jours. Et donc, moi, comme je voyais que les taux de réussite étaient bien plus élevés à J5, je me disais, c'est super, on va faire ça. Sauf qu'à J5, il en restait un pas mal, et les 5 autres avaient soit arrêté leur développement, soit étaient pleins de fragmentation, d'anomalies, ils étaient pas beaux du tout, quoi. D'accord. Donc on était un peu déçus parce qu'on s'attendait à beaucoup mieux. Donc on a eu, et puis surtout c'est dur de pas avoir, quand on a des embryons, on fait un transfert, les embryons qui restent, on les congèle, et ça permet de pas revenir à la case départ, protocole de stimulation de ponction, et de refaire un transfert tout de suite sur le cycle d'après. Et voilà, c'est beaucoup plus léger comme traitement, et ça donne plus de chance, quoi. Donc de pas avoir d'embryon congelé, c'est toujours un petit peu dur parce qu'on se dit, si ça marche pas, c'est qui tout double, quoi. C'est pile ou face. Si ça marche pas, on recommence tout. 15 jours de traitement, des prises de sang, des échographies tout le temps, je suis inconscient avec le boulot. Moi, je suis indépendante, donc j'ai une chance incroyable de pas avoir de compte à rendre. Enfin, j'ai quand même des clients, des trucs, donc il y a eu des moments où c'était pas facile de jongler. Mais je sais que pour les salariés, c'est vraiment compliqué. Donc, on n'a pas trop envie de revenir, de refaire tout ça. Être à heure fixe chez soi tous les soirs pour faire la piqûre, oui, aussi sur la vie sociale, c'est un peu contraignant. Ouais. Donc, on a eu qu'un seul embryon, et puis du coup, ça n'a pas marché. Donc là, on était assez déçus, mais bon, moi, comme d'habitude, je trouvais toutes sortes d'excuses. C'est parce que les ovocytes étaient congelés, que c'était pas bon, ou ça marche pas toujours du premier coup, hein, c'est normal, c'est pas grave. Donc voilà, fête de Noël l'année dernière, toujours un peu triste. Je sais pas pourquoi la période de Noël, c'est toujours un peu triste. Ah, parce que c'est des moments en famille, et du coup, on a l'impression de pas vivre complètement le moment à 100%, je pense, parce qu'il nous manque quelque chose. Ah bah oui, de toute façon, c'est exactement ça, de pas vivre, en tout cas moi je l'ai vraiment vécu comme ça, de pas vivre le moment à 100%. Je crois que c'est la définition que je donnerais de la PMA. Et c'est ça aussi qui est compliqué à expliquer aux gens, c'est que tout est un peu, même si voilà, on a d'autres projets, moi j'ai continué à travailler bien sûr, et pris du plaisir dans mon travail, dans des sorties, dans plein d'autres activités. Il y a une part de soi qui est toujours tournée vers le prochain rendez-vous, le prochain protocole, parce qu'entre les FIV, il y a parfois des examens à refaire, il y a des rendez-vous, donc il y a une part de nous qui est une grosse part de nous qui est toujours tournée vers cette attente. Voilà, c'est ça, c'est l'attente, c'est le stand-by. Moi, je me rappelle pendant le confinement, beaucoup de personnes me disaient mais c'est affreux d'être en attente comme ça, sans savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Et moi, j'avais tellement envie de dire bienvenue dans ma vie. C'est ça. Et nous, c'est ça depuis 3 ans. Je pense que avec le Covid, les gens peuvent comprendre un petit peu. C'est ça. Sauf que c'est pas sur 3 mois. C'est le mode pause, quoi. Ouais, voilà, tout est un petit peu en stand-by. C'est pas évident.
Mais donc voilà, on a laissé passer quelques mois et au mois de février, donc on a fait une troisième FIV, deuxième avec donneur. Et là, exactement le même schéma, c'est-à-dire un bon nombre d'ovocytes, 9, un bon nombre d'embryons, 5 ou 6, mais arrivé à J5, il en reste plus qu'un. Encore pareil, même ça se répète. Et cette fois, en fait, on t'avait fait qu'une seule ponction. Oui, là c'était plus classique. Voilà, on n'allait pas reprendre. En plus, j'avais laissé 4 mois s'écouler entre les deux FIV, donc je m'étais dit bon bah là ça va mieux fonctionner. Mais pareil, un problème de développement des embryons. Et donc on a quand même transféré celui qui restait, donc ça a été encore négatif. Et là j'ai voulu voir rapidement mon gynéco parce que je lui ai dit bon voilà. Ça devient un petit peu plus compliqué que prévu quand même. C'était pas si c'est et il dit bah oui mais on change de donneur à chaque tentative hein, au cas où. Ah d'accord. Voilà, ça c'est important de dire aussi. Et d'ailleurs, après chaque FIV aussi, on renvoie un papier au SECOS pour donner les résultats. Et si un donneur fonctionne mal, il l'enlève quoi. D'accord. Enfin voilà, ils ont une traçabilité des dons pour voir ceux qui font. Bah, après, il y a un nombre de naissances limité. Hein. Oui. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils nous demandent de renvoyer si on a un positif et une naissance. Après, je sais plus, peut-être 3 ou 4, c'est pas beaucoup. Hein. D'accord. Une fois qu'il y a 3 ou 4 enfants nés d'un même donneur, ils l'enlèvent de leur base de données. Donc, et là, mon gynéco, je m'attendais pas trop à ça. M'a dit, bah, le donneur, sa fertilité prouvée. En plus, là, c'était un donneur différent de la première fois et on a eu les mêmes résultats. Donc, il me dit, je me rappelle très bien texto, je ne comprends pas, j'ai les mêmes résultats avec vous qu'une femme de 40-42 ans. Donc, moi, j'en avais à peine 35. Je me suis dit, merde. Surtout qu'on m'a jamais parlé de soucis potentiels de mon côté, donc c'est ça qui a été difficile. Et il dit, je pense qu'il y a un problème de qualité ovocytaire, sinon les embryons se développeraient mieux que ça. Donc là, ça a été un des moments les plus difficiles, parce que je me rappelle très bien quand je suis sortie en pleurant, c'était affreux. Et il m'a dit, mais bon, on va continuer, on va essayer, mais il y a aussi le double don sinon. Ah, d'accord. Et donc c'est là où j'ai beaucoup pensé au double don. Et pour moi, ça aurait été la suite logique. Bah après, voilà, comme je disais tout à l'heure, le fait de l'avoir appréhendé via mon conjoint et ça faisait déjà plus de 2 ans que j'ai ma psy régulièrement avec qui je parle de ça, et aussi de voir des gens complètement épanouis dans leur rôle de parents, ça donne beaucoup c'est vraiment moteur, ça apaise en fait. Et c'est vrai que moi je me suis toujours dit, il y a des choses qui sont dures maintenant, mais je sais pertinemment qu'avec le recul, dans X temps, voilà, tout ça sera apaisé en fait. On aura trouvé des solutions, on aura certainement réussi à avoir un enfant par le don, même si ça doit prendre encore des années. Donc voilà, moi je me suis toujours raccrochée vraiment à la perspective d'y arriver d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est un truc qu'on se disait souvent aussi avec mon conjoint, c'est le côté un peu revanche, ouais. Parce que comme il y a beaucoup de colère dans le sentiment d'injustice, c'est toujours essayer d'en faire un moteur. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce côté un peu challenge, quoi. Plus ça résiste, et plus on a envie de réussir. Et je trouve que ça, voilà, faut essayer de se dire, bon bah c'est un moteur. Il y a une revanche à prendre et on va y arriver. Et moi, je crois vraiment de tout mon cœur à la persévérance parce que l'histoire et l'expérience montrent toujours que la persévérance paye. Et donc ça, c'était en février. Le mois d'après, il y a eu le Covid. Ouais. Donc là, on a été confinés. Donc là, j'en ai profité pour faire beaucoup de sport parce que c'est vrai qu'avec les traitements, on a tendance à prendre un petit peu de poids et à être moins bien dans son corps et dans sa peau. Donc moi ça m'a vraiment aidé à me retrouver, d'avoir vraiment beaucoup de temps pour moi pour faire du sport et du yoga. Ça a été très très bénéfique et je recommande vraiment à toutes les filles de faire du sport, même si elles aiment pas. Il y a toujours un sport qu'on aime. C'est plus facile d'avoir un mental fort si le corps est fort, sinon c'est compliqué. Moi je le vois vraiment comme ça. Donc il y a toujours un sport ludique, il y a toujours quelque chose à mon avis qui peut convenir. C'est ça, faut trouver le sport qui nous plaît. Et donc à la sortie, là pendant le confinement, il y a quand même eu
ça a quand même rajouté un petit peu d'incertitude parce qu'on savait pas du tout à ce moment-là quand est-ce que les centres PMA allaient rouvrir, sous quelles conditions. Moi, je me voyais encore attendre jusqu'à septembre, octobre, et de février, je me suis dit, mais là, on arrivait aux 3 ans d'attente. Enfin, 3 ans, moi, je sais qu'il y a des parcours encore plus longs, hein, mais ça me paraissait déjà bien, bien long. Et le temps qui passe, c'est toujours un peu angoissant. Donc voilà, j'essayais de me rassurer en me disant que j'étais en clinique privée, donc ça allait certainement se réenclencher plus rapidement. Et qu'en plus, c'était notre dernière FIV autorisée en France, puisqu'on en avait déjà fait 3. Donc mon gynéco, il connaissait notre parcours et je pense qu'il nous ferait passer plus ou moins en priorité, quoi. Ouais. Donc, oui, on a eu de la chance, effectivement. Dès la fin du confinement, on a vu mon gynécologue le 12 mai, qui nous a dit effectivement qu'il avait dû choisir entre ses patientes et qu'il n'y en avait pas beaucoup en 4e FIV. Donc, forcément, on a eu la primeur. On a recommencé un protocole. Alors cette fois-ci, bien sûr, parce que moi j'avais émis l'hypothèse que mes oocytes étaient pas forcément tout pourris, mais que ça pouvait aussi être. J'avais lu que parfois les embryons se développent mal en laboratoire et que de les transférer plutôt à J2 ou J3 in utero, pouvait favoriser leur développement. Donc moi, je m'étais un peu accrochée à cette hypothèse-là en me disant peut-être qu'ils sont juste pas bien en laboratoire et qu'eux, ils seront mieux in utero. Donc là, on avait décidé de faire des transferts à J2 en se disant que si comme d'habitude, on avait 5-6 embryons, pour une fois, ça nous permettrait d'en congeler et d'avoir plusieurs tentatives. Donc à chaque fois, repasser... de toute façon, on aurait soit dû refaire une dérogation pour une 5e FIV, soit partir à l'étranger. Puis là, ça complique un peu les choses aussi. Donc on fait la stimulation, la ponction, tout se passe bien, comme d'habitude, une dizaine de follicules, 12 ovocytes, donc je crois que c'était mon meilleur résultat, donc j'étais toute contente. Sauf que le lendemain, la biologiste m'appelle et me dit sur les 12 ovocytes, il n'y en a que 2 qui ont été fécondés. Donc là, j'étais vraiment dégoûtée. Enfin, pour moi, c'était fini. Je me dis, même avec 6, on n'y arrive pas. Donc en partant de 2, les chances qu'ils soient viables, qu'ils se développent correctement, même avec un transfert précoce. Franchement, j'essaie toujours d'être optimiste jusqu'à la fin, mais là, je me dis, le ratio est tellement mauvais qu'effectivement, il y a un problème de qualité ovocytaire. Je me suis dit, bon, effectivement, là, c'est plus la peine de se voiler la face. Mon gynéco me l'a redit très gentiment, hein, mais il me dit, le taux de fécondation est très faible. Un bon ovocyte, normalement, on l'injecte directement un spermatozoïde, donc il n'y a pas de raison que ça féconde pas, quoi. Ouais. Donc là, c'est vraiment pas très bon signe. Il me dit, on va voir comment seront les embryons dans 2 jours, et s'ils sont bien, on les transfère. Enfin, s'il en reste 1 ou 2, on les transfère. Donc là, pendant 2 jours, ça y est, j'avais déjà fait toutes mes petites recherches sur mes cliniques en Espagne. Ah oui, d'accord. J'avais déjà le plan d'action pour la suite. Ah oui, là, j'arrivais vraiment pas, vu l'expérience des 3 FIV précédentes, j'avais pas du tout. Non, pas du tout. Mais je m'étais dit, c'est pas grave. En Espagne, ils ont d'autres techniques. Ils ont des meilleurs taux de réussite. Pour la culture prolongée, c'est bien parce qu'ils ont le time-lapse. C'est une technique qui permet de ne pas sortir les embryons pour vérifier où ils en sont dans leur développement, ce qu'ils font en France, et qui peut nuire au bon développement des embryons. Là, c'est une caméra qui permet de suivre l'évolution des embryons sans les déranger, en fait. Et puis aussi nous, dans notre cas, ça nous aurait pas beaucoup servi vu qu'on passe par un donneur, mais ils ont aussi des techniques de sélection de spermatozoïdes qu'il n'y a pas en France. Donc pour avoir un peu potassé quand même le sujet, je pense qu'il y a et pour avoir aussi vu pas mal de parcours de femmes qui n'ont pas réussi en France, mais qui ont réussi en Espagne, je pense que c'est quand même une bonne option pour les gens qui peuvent aussi se le permettre, parce que forcément, c'est un certain coût financier. Ouais. Et donc, 2 jours après, donc c'était le 17 juin, donc c'était il y a moins d'1 mois, ils nous ont appelés pour le transfert. Donc, j'y suis allée seule, parce que là, avec le contexte Covid, les conjoints ne peuvent pas être présents, malheureusement. Ah ouais. Que d'habitude, on était toujours tous les 2. Ouais. Donc là, c'était d'autant plus tristounet d'y aller toute seule. Mais bon, je me suis dit, allez, je fais mon transfert, et puis après, hop. Mais je m'attendais à ce qu'il y en ait qu'un, ou qu'il soit un peu bof. Je me suis dit, il va encore y avoir une mauvaise nouvelle, de toute façon, parce qu'à chaque fois, il y a une mauvaise nouvelle.
il y a une déconvenue de toute façon. Ouais. Et là, bizarrement, il dit non, non, les 2 embryons sont très bien, ils ont la meilleure notation possible. Bon, à J2, c'est pas une notation très... Ouais, voilà, c'est un peu... Puisqu'ils sont qu'à 2 jours de développement, donc on peut pas encore savoir ce qu'ils vont devenir plus tard. Mais bon, ils ont une bonne note, ils sont jolis, ils sont là, on les transfère. Ok. Et donc, et là, bizarrement, j'étais bien détendue. Enfin, je sais pas, parce que les précédents transferts, ça avait toujours été un peu douloureux, un peu... Bah, en fait, c'était la première fois que je m'attendais à rien, ou à pire. Alors que les fois d'avant, je m'attendais toujours à mieux. Je m'attendais à qu'il y ait plusieurs blastocystes. Enfin, j'avais toujours une attente. Voilà. Ça, c'est vrai que je me suis dit, tiens, à partir de maintenant, je vais essayer d'avoir moins de... Enfin, c'est pas de ne pas avoir d'attente, parce que c'est complètement humain et impossible d'être neutre, de dire je prends comme ça vient, mais c'est vrai que là, je m'étais dit d'accord, ce sera comme ça sera. De toute façon, j'ai pas le pouvoir là-dessus, donc va falloir gagne du temps, hein, Floriane, et dis-toi tout de suite que tu t'acceptes l'état des choses, quoi. Ouais. Vivre au présent et être dans l'acceptation, quoi. Ouais, ça c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est un bon travail à faire sur soi. Et non, plusieurs fois, bah, je me rappelle quand elle m'a annoncé, très honnêtement, quand elle m'a annoncé il y a que 2 oocytes de fécondés sur les 12, dans ma tête immédiatement, et franchement je suis hyper contente de ça, je me suis dit alors vas-y, c'est le moment de voir si tu as vraiment appris quelque chose de tout ce parcours ou pas. Je me rappelle que je me suis dit ça et ça m'a fait rire. Et du coup, je me suis dit non, mais c'est rigolo. Faut se fixer des petits challenges en fait, Ouais. comme ça. Enfin, c'est pas venu tout de suite, mais au fur et à mesure du parcours, je me suis dit faut essayer de transformer en opportunité. Voilà, ce qui est une malchance, faut essayer de voir ce qu'on peut en tirer en fait, pour pas subir. Sinon, c'est vrai qu'on fait que subir et c'est affreux. Il y a vraiment la possibilité d'en faire quelque chose et puis d'en rire. Enfin, nous, on a plein d'anecdotes avec les médecins, on a des situations cocasses. On s'est dit qu'un jour, on en ferait un petit film, je sais pas, un petit truc rigolo. Mais donc là, pour une fois, je m'étais bien conditionnée à me prendre encore une mauvaise nouvelle ou je sais pas et en fait les 2 embryons étaient bien, donc j'étais contente et je me suis dit bon ben pourquoi pas, ça se trouve voilà, ils seront mieux, ils se seraient pas développés en laboratoire et puis là ils vont être bien in utero, donc on va quand même leur laisser leur chance. Mais pendant l'attente des 15 jours avant la prise de sang, j'ai quand même continué. J'ai pris 5 rendez-vous avec des cliniques, plus une autre gynéco à Paris. Enfin, j'ai fait tous mes dossiers, mais j'avais déjà la liste des examens que je devais faire. Plan d'attaque pour la suite, ça, pour moi, ça a toujours été vraiment la manière de rebondir. Et je crois que, paradoxalement, plus on avance, et moins on a envie de pleurer très longtemps, en fait. Voilà, il faut avancer. Du coup, tu te projetais dans un potentiel don d'ovocytes ou tu te projetais plutôt pour une 5e FIV, toujours avec tes ovocytes? 5e FIV avec mes oocytes. Là, je m'étais dit si celle-là, parce que je me suis dit on va voir ce que ça donne en Espagne avec voilà un autre laboratoire, un autre médecin, d'autres techniques. Et si là, en fait voilà, j'avais besoin d'avoir une deuxième approche différente Ouais. pour me dire que si ça échoue aussi, là la conclusion, bah, vu qu'il y avait rien de médical sur le papier, puisque je suis pas non plus en insuffisance ovarienne précoce. Parce que ça, pour être en insuffisance ovarienne précoce, il faut avoir une AMH en dessous de 1, ce qui n'est pas mon cas. Il faut avoir le compte des follicules en trop en début de cycle qui est inférieur à 5, je crois. Ouais, bah moi j'ai toujours 15 follicules en début de cycle. 35 ans, sachant que voilà, les médecins m'ont toujours dit qu'en médecine de la reproduction, les taux de réussite sont stables et on considère une femme jeune jusqu'à 38 ans. Et surtout en don d'ovocytes, bah, je voyais quand même des femmes qui avaient 38, 39, 40, même plus en majorité. Donc je me disais 35 ans, c'est quand même un petit peu jeune. Mais bon, si ça avait été ça, c'est juste que moi, il me faut une explication. Il faut une raison, quoi. Donc j'aurais tenté une dernière fois, mais la prise de sang a été positive. Ah, c'est cool! Ouais, C'est bah après cool. c'est pas gagné, hein. C'est dur de dire ça y est, c'est fini la PMA. J'arrive pas trop à me dire ça là parce que c'est vraiment tout récent. C'était mardi dernier, il y a une semaine. D'accord. Qu'on a eu la prise de sang positive. On a fait 2 contrôles pour voir l'évolution des taux, si le taux de HCG, l'hormone de grossesse, évolue bien. Ouais. Donc ils sont très bien.
donc ça c'est cool. Et j'ai une échographie pour vérifier que le sac embryonnaire est bien placé, que tout va bien la semaine prochaine, le 15 juillet. Mais D'accord. voilà, les fausses couches, ça existe. Il y en a quand même beaucoup pendant le premier trimestre. Donc mon conjoint, il me tuerait là s'il m'entendait, parce qu'il me dit ça y est, c'est bon, maintenant on en a chié, voilà. Lui, il se projette facilement, il est positif. Ah ouais, il est super positif. Mais moi aussi, parce qu'il y a des moments où je me dis, oh, déjà, on va pas avoir peur toute notre vie, c'est pas possible. Ça, c'est sûr. Et en plus, je prends les miettes de bonheur. C'est trop bien. C'est ça. Je regarde des trucs de bébé. Par contre, ouais, faut pas qu'on me l'enlève quand même. Là, ça serait très très dur. Mais bon, ce serait la vie. Allez, on continuerait, ça c'est sûr. Forcément. Et du coup, vous l'avez appris tous les deux ou tu l'as appris toute seule? Non, il était au travail, donc j'ai appris toute seule et je l'ai appelé tout de suite. Donc ouais, j'aurais préféré lui dire en vrai, mais je pouvais pas attendre. Et de toute façon, je lui avais dit, tu veux que j'attende que tu rentres le soir ou tu veux que je t'appelle pour t'annoncer? Mais on était vraiment partis tous les deux dans l'optique que ça allait être négatif, donc je voulais pas trop lui gâcher sa journée. Et il m'a dit non, mais appelle-moi, je vais pas te laisser toute seule avec la tristesse. Ouais, vous vous projetiez pas du tout dans un truc, dans un résultat positif. Ah non, pas du tout. Impossible. Surtout que moi, je m'étais toujours dit, physiquement, même s'il n'y a pas trop de symptômes, je sentirais quand même un petit changement, une intuition féminine. Ouais. Et rien du tout, hein, 0 symptôme, enfin comme les FIV d'avant, hein, il y a vraiment Aucune différence. Non, des douleurs de règles un petit peu, des tiraillements dans le bas du ventre, mais comme les FIV d'avant, quoi. Donc pas de symptômes du tout à ce stade-là. D'accord. Et donc je l'ai appelé, il a pleuré, il pouvait plus dire un mot, c'était hyper émouvant. Et par contre, pour les prises de sang d'après, à chaque fois il était au travail aussi obligatoirement, mais à chaque fois je l'ai appelé avant d'ouvrir cette fois-ci, avant d'ouvrir le résultat, et on a ouvert et découvert ensemble à chaque fois. Donc à chaque fois c'était des petites joies, enfin des grosses joies même, Ouais. des petites victoires, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est top. C'est dur de pas être flippé, vraiment très très dur. Mais faut essayer de rester. Enfin, c'est parce qu'on réalise pas du tout au début. Quand on attend ça depuis longtemps, c'est impossible de réaliser. Mais donc là, la difficulté, c'est d'être positif tout en se protégeant un peu. Ouais, ça doit être très ambivalent comme sentiment. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, moi, j'ai tout mon plan d'attaque pour la PMA, pour rebondir en cas d'échec, etc. Mais par contre, là, je me sens complètement démunie sur la bonne nouvelle, rester positif, tout va bien se passer, il va pas nous tomber encore un truc sur le coin de la figure. Ouais. J'ai un peu du mal. On n'est pas habitué, en fait. C'est ça, ce sera étape par étape. Enfin là, c'est une nouvelle expérience. Donc c'est vrai qu'en PMA, voilà, le premier échec est dur, et puis après, ceux d'après, je pense qu'on sait à peu près ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Les prochaines étapes, comme tu dis, on se reprojette dans le prochain plan d'attaque. Mais là, c'est vrai que c'est beaucoup d'inconnus, donc ouais, ça doit faire bizarre. Ouais, en fait, on s'attend pas à ce que ce soit encore toute une série d'attentes après. Ouais, donc c'est pas la même attente, hein. C'est vrai que c'est un peu différent parce que c'est teinté aussi d'excitation très positive. Donc voilà, c'est pas aussi douloureux que l'attente de la PMA, mais bon, après mon entourage proche qui est déjà au courant, puisqu'il savait qu'on avait les FIV, les résultats, c'était difficile malheureusement de faire la surprise aux 3 mois, ça aurait pas été possible. Oui. Ils étaient tous au courant des dates et tout. Mais voilà, toutes les mamans dans mon entourage, à commencer par la mienne, me disent oui, mais t'auras peur pour la première écho, pour l'accouchement. Ma sœur, elle a un fils de 10 ans, elle me dit là, c'est la première fois que je le laisse rentrer tout seul à pied, je suis morte de trouille. Enfin, ça va être tout le temps. Oui, c'est ça. C'est qu'après, de toute façon, tu tombes dans la peur à vie. C'est une autre peur, mais ouais. Ouais, qu'il arrive ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que, comme dit toujours mon conjoint, il faut pas que ce parcours-là parce que je pense que si j'étais tombée enceinte naturellement, je serais complètement euphorique. J'y penserais un petit peu à la fausse couche, mais bon, pas plus que ça. Donc voilà, il faut pas non plus que ces 3 ans d'attente et que tout ce parcours-là nous transforme dans le mauvais sens. On lève trop d'insouciance, en fait, ouais. Ouais, puis surtout qu'à un moment donné, voilà, puis comme je te disais, nous, pendant les 3 ans, on a eu d'autres choses, la PMA à affronter. Et du coup, il y a un moment donné, et j'ai déjà entendu d'autres personnes le dire aussi, qu'il y a un peu le sentiment d'être maudit. C'est complètement, ça n'existe pas, les malédictions, j'y crois pas une seconde. Mais pourtant, c'est vrai qu'on le ressent et on se dit,
Et il y a des moments où on se dit que c'est pas possible que la roue tourne. C'est hyper beau dans les films et dans les témoignages qu'on lit, mais c'est pas pour nous, ça marche pas, quoi. Donc c'est dur à croire que ouais, la roue peut tourner. Que c'est votre tour enfin. Ouais, j'espère. Je croise les doigts et je vous le souhaite vraiment, que la prochaine écho soit une nouvelle étape positive et qu'il n'y ait que des étapes positives maintenant. Merci beaucoup. Merci. C'est chouette. Si tu avais un seul conseil, en fait, justement pour les femmes ou les couples qui nous écoutent et qui vivent mal toute cette attente, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, en fait? Un seul conseil, ça va être compliqué, parce que j'en ai beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, choisir ses béquilles d'accompagnement, comme je disais, ça c'est le plus important. On peut pas toujours avoir toutes les ressources en soi, et d'être parfois à bout, épuisé, de plus y croire, c'est totalement normal. Mais voilà, il y a beaucoup de choses autour de nous qui peuvent nous donner l'énergie. C'est vraiment hyper important, que ce soit nos proches, ou une psy, ou le sport, ou l'acupuncture, enfin que sais-je, les médecines douces. Voilà, il faut trouver toutes ces béquilles-là, il y en a plein et il faut pas s'en priver. Ouais. Ça, c'est hyper important. Et puis son couple. Je sais que quand le désir d'enfant s'inscrit dans le temps, ça devient très douloureux, ça devient obsessionnel, irrationnel parfois, et ça a tendance à éclipser tout le reste. Mais c'est vrai qu'avec mon conjoint, on a toujours essayé de pas oublier notre couple, de pas oublier que c'était à l'origine de tout ça, il y avait notre amour. On voit bien que ça met les couples à rude épreuve. Mais si on s'en sort, si on traverse tout ça ensemble, je pense que ça fait vraiment des couples en béton armé, et que c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter, le meilleur socle possible pour construire sa famille. Et je pense qu'il faut être fier de son histoire. Enfin, moi, je referais tout pareil, je referais 15 fois, même plus, de traverser encore plus de tempêtes et de montagnes, bien sûr. Voilà, faut être fier de son histoire, et c'est aussi quelque chose qu'on va transmettre à nos enfants. Donc, je pense qu'ils seront fiers aussi. Merci beaucoup, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci pour toutes tes belles paroles et pour ta vision de la vie hyper positive, je trouve. Merci. Et merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec grand plaisir. J'espère que ça fera écho pour des gens qui sont dans ce parcours, ouais, qui est long et pas facile, mais il faut s'accrocher. J'en suis certaine. Merci beaucoup, Mélanie. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre des étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous embrasse, et en attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous.